Tu as dit tout à l'heure, je demande à chacun de mes plus proches collaborateurs de réfléchir à qui allait leur succéder. Est-ce que tu as fait la même chose? Oui, oui, oui. C'est une des questions qui m'angoisse. Oui, mais il faut que je reste encore quelques temps parce que c'est pas programmé. Voilà. Et tant mieux. Tant mieux pour les Sables et la Vendée, parce que tant que je suis là, c'est inenvisageable que l'entreprise soit ailleurs qu'ici. Tu as des enfants? Oui, oui, je suis marié. J'ai une fille aînée qui a 17 ans et un cadet, un garçon qui a 14 ans. Ils sont tombés dedans déjà quand ils étaient tout petits? Alors, l'audiovisuel, non. Mais l'entreprise, l'entrepreneuriat, le management, ma fille a 17 ans, oui, ça me rassure, au moins comme ça. Elle veut épouser à peu près la même carrière que le père, donc c'est-à-dire qu'elle m'en veut pas de mes absences. Gilles, tu nous as dit la ventilation des parts de marché sur le territoire français. Est-ce que par secteur d'activité, on peut connaître le pourcentage que représentent les grands événements, la culture, le sport, etc. Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, est-ce que les prises d'images avec notamment les drones ou les hélicos vont changer un peu le mode de travail de prise de vue? Alors, je peux commencer pour la question technique avant de parler des parts de marché. Aujourd'hui, bon, l'hélicoptère est déjà un outil qu'on utilise depuis très très longtemps. Moi, j'ai débuté comme caméraman hélicoptère, donc je dois avoir des centaines d'heures de vol en hélicoptère à mon actif. Donc aujourd'hui, l'hélicoptère aujourd'hui, il n'y a pas grand chose qui change. Si ce n'est que sur l'hélicoptère, on met des caméras qui arrivent à faire des gros plans. On l'a encore vu ce week-end avec les championnats de France de cyclisme en Vendée, qu'on arrive depuis l'hélicoptère à faire des gros plans d'un cycliste. Donc ça, c'est des choses qu'on pouvait pas faire il y a 20 ou 30 ans. Les drones ne peuvent pas intervenir dans tous les domaines. Le drone, dans le domaine du documentaire, le drone, c'est ce petit hélicoptère télécommandé sur lequel on équipe des caméras. Le drone, dans le domaine des documentaires, pour faire des belles prises de vue sur un environnement aussi beau que celui qu'on connaît au SAP, peut être parfaitement adapté. Sur du direct, on a plein de contraintes. On peut pas faire du survol de public avec. S'il pleut, il ne vole pas. Et si le vent est trop fort, il a des contraintes. Donc pour faire des tournages en direct, et en plus il y a une autonomie de vol très courte, il faut changer la batterie globalement toutes les 10 minutes. Donc quand on sait qu'en télévision, on envoie l'hélicoptère, le drone, il se positionne, le réalisateur dit oui, ce plan il me plaît, je vais le prendre, attends, bouge pas, machin. Et si on dit ben non, faut que je me repose parce que j'ai plus de batterie ou il y a du vent, voilà. Et on a beaucoup de contraintes de sécurité aujourd'hui sur les drones. Donc en télévision, en direct, on l'utilise très peu. Par contre pour les documentaires, oui. Maintenant, pour revenir aux parts de chiffre d'affaires, le secteur le plus structurant de tous les grands prestataires de télévision au monde, c'est le sport, notamment l'économie. Comme M. Thiriet se battait pour que le sport soit reconnu en France, et notamment le football à sa juste valeur, à un moment où il y avait tout un débat autour des droits télé et des droits tout court, enfin des droits télé et l'économie du sport. Je lui avais démontré, expliqué que sans l'économie du sport, il n'y aurait aucun des prestataires du foot notamment, qui pourrait vivre dans tous les pays où le foot est émergé. En Italie, en Espagne, en Allemagne, en France, en Angleterre, la seule économie du marché du foot représente 10% du chiffre d'affaires des prestataires. Sans ça, on est sur des économies très compliquées en termes de rentabilité. On n'aurait aucune capacité à pouvoir réinvestir dans des outils techniques. Donc le spectacle vivant n'existerait pas, ne serait pas filmé en France ou dans tous les pays que je vous ai cités sans la contribution du foot. Le foot, c'est un peu plus de 10% de notre chiffre d'affaires. Et le sport, globalement, c'est aujourd'hui 50% de notre chiffre d'affaires. Le sport, c'est aujourd'hui les 2/3 du chiffre d'affaires de l'activité vidéo mobile, et c'est au global de l'entreprise, sur les 110 millions d'euros de chiffre d'affaires, sur les 111 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est 50% du chiffre d'affaires de l'entreprise, et c'est à peu près 80% du chiffre d'affaires à l'exportation. Le chiffre d'affaires qu'on fait à l'international est en très grande partie justifié par des événements sportifs. Il y a aucun autre événement que le sport qui nécessite des moyens de tournage aussi complexes que ceux qui sont mis en œuvre. Et donc, du coup, compte tenu qu'ils sont très complexes, ces moyens-là, ça nous permet, nous aussi, de faire valoir nos droits à l'international. Sinon, il y a toujours des opérateurs locaux qui peuvent faire le tournage. Mais le sport est tellement exigeant en termes de technicité qu'il y a certains pays où les prestataires ne sont pas dotés des compétences ou des moyens techniques requis
pour filmer des événements sportifs. On était par exemple au Brésil. On était le seul prestataire français qui avons couvert la Coupe du Monde au Brésil l'année dernière. On était en charge de 3 des 4 stades. Il y avait un Anglais, un Allemand et un Belge sur les autres stades. On était le seul Français parce que le savoir-faire, la demande de la FIFA était tellement complexe techniquement qu'il n'y avait aucun prestataire brésilien qui pouvait y répondre. Donc ils en ont pris des compétences ailleurs. Donc aujourd'hui, c'est l'économie du sport et essentiellement du foot qui est très très complexe techniquement, et elle nous permet à nous d'exporter nos savoir-faire à l'international, même devant des prestataires locaux. Bon, tu as fait pas mal de fusions dans ta vie de fusions dans ta vie depuis que tu as créé AMP. Est-ce que tu envisages de t'intéresser à des entreprises étrangères? Alors, aujourd'hui, oui, nos projets sont internationaux. Donc, on a ouvert au Maroc, on a ouvert à Abidjan, et là, on fait un partenariat sur Dubaï. Mais aujourd'hui, on s'intéresse à des entreprises étrangères. Oui, tout à fait. On a un savoir-faire on est le principal prestataire au monde dans le domaine du tournage de sport mécanique. On filme le plus grand nombre de championnats au monde. Alors, les 24 heures du Mans, évidemment, le WEC, le WTCC, le RCC, des noms un peu barbares, hein, le WRC, entre autres, comme le Dakar. Et grâce à un savoir-faire technique particulier, que les Américains sont venus voir comment on savait faire. Notamment, donc aujourd'hui, il y a un client américain qui aimerait bien travailler avec nous, qui s'appelle le NASCAR, qui est un seul championnat, mais un championnat qui compte plus de 150 jours de tournage en année. Donc, on regarde, pour travailler les Américains, il faut être américain. Donc aujourd'hui, oui, évidemment, on regarde comment on peut avoir un pied aux États-Unis pour demain être en mesure de répondre aux demandes du NASCAR, parce qu'on aimerait bien avoir ce qu'il y en a chez nous. Quand on a fait les 24 heures du Mans, là, quand vous avez vu le making-of, là, on a reçu quelques clients internationaux qui sont venus voir nos savoir-faire. On a notamment reçu les gens des Américains qui sont venus voir ce qu'on faisait. On a reçu des gens de l'UEFA, puisque dans un an, nous serons sur l'Euro. On a reçu des gens des Jeux Olympiques, puisqu'on est partenaire des Jeux Olympiques, mais compte tenu qu'on mettait en œuvre des techniques particulières, ils sont venus voir ce qu'on faisait. Et donc, évidemment, les Américains étaient là il y avait une délégation américaine qui était venue voir ce qu'on faisait sur les 24 heures du Mans, parce qu'il y a des choses exceptionnelles. Il y a plein d'innovations technologiques qu'on a mis en œuvre au Mans qui ne sont pas sur le marché américain, et comment on peut les déployer là-bas. Donc évidemment, on regarde le marché américain. Mais c'est pas facile quand on parle mal l'anglais comme moi. Tu es allé à Dubaï également, tu y es toujours? Alors, on a ouvert à Dubaï il y a 8 ans. On a accompagné un de nos collaborateurs qui voulait absolument ouvrir une agence à Dubaï dans le domaine de la création de films d'entreprise. Donc, on l'a accompagné. On n'a pas créé les synergies. Je voulais, à l'époque, je pensais qu'on aurait pu développer le marché de la télévision à Dubaï. Mais j'avais moi-même tellement d'obligations en France. Pour réussir là-bas, il aurait fallu que je mette des moyens techniques lourds, des cas régis. Et je pouvais pas poursuivre de lièvre à la fois. J'avais une forte croissance en France. Donc, on est resté que partenaire capitalistique dans le domaine du film d'entreprise. Et là, on retourne à Dubaï, cette fois-ci dans le domaine de la télévision, avec un savoir-faire bien particulier, ce que j'ai évoqué tout à l'heure, la HF, les liaisons sans fil. Donc on a fait un partenariat avec un Dubaïot, le AMP Visual TV de Dubaï, et donc on ouvre fin août à Dubaï. On va y implanter là-bas des moyens pour faire des retransmissions sportives. Ça va pas vous surprendre. Parce qu'on s'est rendu compte que les captations de ces bateaux très haute vitesse là offshore sur l'eau, qui sont des courses qui pratiquent beaucoup au Moyen-Orient, finalement on les filme comme des sports mécaniques. On met des caméras embarquées sur le pilote, sur l'avant de la boue du bateau pour voir l'eau à toute vitesse. Donc finalement ça se filme comme des sports mécaniques. Donc finalement le savoir-faire qu'on a développé en sport mécanique, on peut le transplanter là-bas dans le domaine des courses offshore. Tu as évoqué tout à l'heure, Gilles, la télévision de demain, la télévision interactive, qui va sûrement demander de nouvelles compétences, de nouveaux métiers. Est-ce que tu envisages pouvoir investir dans la formation pour former ce qui seront les futurs collaborateurs de ces nouveaux métiers? Alors, il faut savoir qu'il y a une culture chez AMP Visual TV. On ne recrute jamais à l'extérieur si on estime qu'en interne, on a un collaborateur qui peut avoir le talent pour faire le job du poste que l'on crée. Donc on a une volonté de permettre à des jeunes de grandir dans l'entreprise, il y a un effet d'ascenseur social interne qui est très prisé. Donc on embauche avant tout des jeunes que l'on forme nous-mêmes. Donc la formation des jeunes, pour nous, c'est notre état d'esprit, c'est notre ADN. Et on a beaucoup de mal à recruter à l'extérieur. Il faut vraiment que ce soit sur des postes qu'on n'arrive pas à pourvoir en interne, ou
qui nécessitent des compétences particulières avant qu'on les propose à l'externe. Et pour répondre à ta question, tu vois, je me dis qu'un jour, dans une part de rêve, mais des rêves, il faut en avoir suffisamment grand pour pas les perdre de vue, on pourrait, sur certains locaux disponibles qu'on a à Paris, permettre d'être un peu incubateur de jeunes talents pour faire émerger les startups de demain dans le domaine de l'économie digitale. Ça va te plaire. Tu vois, j'en parlais pas plus tard que ce midi pour dire si un jour on arrivait à faire ça, compte tenu de tous nos enjeux de demain, ça serait fabuleux à la fois par rapport on est totalement dans une démarche sociétale et responsable de l'entreprise. Et puis ça permettrait aussi de détecter des talents dès lors que leur projet sur lequel ils travaillent peut avoir un avenir commercial. Donc c'est un de mes projets, mais faudrait que j'arrive à avoir entre 1000 et 1500 mètres carrés de bureaux disponibles, mais il y a peut-être une opportunité qui peut se créer d'ici là pour qu'on crée une sorte d'incubateur à talent audiovisuel au sein d'un MP Visual TV. Comment vous arrivez en fait à cultiver la culture d'entreprise quand la moitié de l'effectif est à Paris, l'autre moitié en Vendée, et qu'il y a autant d'intérimaires ou de... C'est pas facile. C'est pas facile. Je m'oblige chaque semaine à passer sur les tournages. Alors on a la com interne aussi qui nous permet de diffuser les messages. Je m'oblige chaque semaine à rencontrer mes collaborateurs et mes clients. Quand l'entreprise a grossi, vous me couperez de tout et je dois éventuellement me couper de tout pour arriver à être disponible pour les deux enjeux stratégiques essentiels pour l'entreprise. Un temps pour les clients, un temps pour les collaborateurs. Puis accessoirement, quand même un petit peu un temps à réfléchir ce que la boîte fera, que j'ai du temps un peu pour la réflexion stratégique. Mais je garde la même disponibilité qu'il y a 10 ans pour mes clients et mes collaborateurs. Ils sont plus nombreux qu'avant. On joue aussi aujourd'hui sur les nouveaux outils technologiques, les réseaux sociaux internes. On a nos propres réseaux sociaux internes, notre propre Twitter interne qui s'appelle Yammer, qui nous permet aussi de faire passer des informations. On a aussi beaucoup d'informations auprès des managers. On a une attention très très particulière auprès des managers pour les aider à grandir. Des managers qui étaient hier des experts techniques deviennent managers sans forcément avoir la capacité à l'aide. Donc on les accompagne dans leur formation pour qu'ils assument ce rôle de manager, être le manager de demain, et qu'ils puissent eux aussi être leur relais auprès des collaborateurs des valeurs de l'entreprise, parce que au-delà de tout ce que vous dites, il y a aussi les valeurs de l'entreprise aujourd'hui. Si on a un tel succès auprès de nos clients, c'est parce qu'on délivre mieux le service auprès du client. Mais le métier qu'on fait est un métier très dur. Là, on l'a vu côté paillettes. Mais vous savez, quand vous débarquez sur un stade de foot, quand il fait 0 degré, que vous arrivez à 6 heures du matin, vous garez le camion sous la neige, sous la pluie, que quand le spectacle se finit le soir, qu'on passe 3 heures à démonter le matériel dans des conditions parfois très pénibles, qu'on en charge. Vous savez, le côté paillettes ou le côté ce que l'on vit à la télévision, on n'est pas du tout la même chose sur le terrain. Donc on fait un métier très 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 dur. Donc on explique vraiment en permanence aux collaborateurs à quoi tout ça sert, qu'est-ce qu'ils font dans leur service, en quoi leur service est contributeur de la réussite de l'entreprise et en quoi tout ça permet à l'entreprise de progresser. Donc je fais quasiment une fois par mois, à minima, un message personnel aux collaborateurs pour leur annoncer telle ou telle victoire ou telle satisfaction client, pour qu'ils se rendent compte que leur action dans le quotidien ne sert pas à rien. Parce que à contrario de quelqu'un par exemple qui travaille en usine, si la tâche qu'il effectue, il le fait en ne souriant pas, en faisant la tête à longueur de journée, il n'y a pas d'impact sur le contact client. Nous, le client, on le côtoie toute la journée. Nos techniciens, nos salariés côtoient le client toute la journée. Donc un technicien qui fait le travail en rechignant, alors qu'il le fera quand même, en n'étant pas sympathique, en n'étant pas souriant, au bout du compte, le client ne se souviendra que de la posture du collaborateur. Donc on leur dit évidemment le préalable à faire correctement le métier, c'est évident. Aujourd'hui, face à un client, s'il travaille avec nous, c'est parce qu'on fait bien notre métier. Mais s'il travaille avec nous et pas avec un concurrent, c'est parce qu'on fait le mieux que nos clients, et le mieux c'est dans la posture et dans l'accompagnement. Donc c'est ce qu'on fait valoir en interne auprès des collaborateurs. Faites-le avec le sourire, vous verrez, vous y prendrez bien plus de plaisir, et le client aussi. Qu'est-ce que vous considérez comme votre plus grand échec dans ce parcours qui est finalement très intéressant, qui est une réussite quand même. Ma plus grande angoisse, elle est, vous savez, je cite parfois des gens, un jour quelqu'un me dit oh là là, tous ces montants dans lesquels tu investis, toutes ces charges financières. Eh ben, figurez-vous, ça va peut-être pas forcément rassurer après coup mes banquiers, mais c'est pas ça qui m'obsède le plus.
C'est quand je signe un contrat de travail, je me dis là c'est quelque chose que c'est un collaborateur, c'est pas un Kleenex. Donc pourvu que je sois pas obligé de reprendre ce que je suis en train de faire en l'embauchant, si demain on a des soucis économiques et de soit je suis passé entre les gouttes. C'est des erreurs de management. Qui peuvent avoir des effets destructeurs sur des collaborateurs. Le collaborateur ou la collaboratrice n'est pas une machine, elle a des limites. Et une boîte comme nous qui va très vite et tout le temps, on peut être facilement tenté de projeter des collaborateurs sur des nouvelles aventures au-delà de leur capacité à les supporter, tant en termes de responsabilité, de management, de pression globale. Donc il faut faire très très attention dans notre environnement. Faut prendre soin des collaborateurs, c'est pas des machines. Donc c'est là où je suis très 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 vigilant. J'ai eu quelques échecs malgré moi, donc il faut être bien vigilant pour prendre soin de ses collaborateurs. Vous étiez 15 en France, vous n'êtes plus que 2. Vous êtes 6e, bientôt 5e au niveau mondial. Quelle est votre ambition? Quelle est l'audace d'AMP au niveau mondial? Est-ce que d'ici à 10 ans, vous serez leader mondial? C'est pas du tout l'objectif que je poursuis. Peut-être que ça arrivera et tant mieux. Quand j'ai créé mon entreprise il y a 30 ans, j'avais aucune soif de pouvoir quelconque. Je ne suis pas, j'étais le tout dernier, hein. J'étais dans les 15 prestataires, j'étais le 15e. Quand j'ai créé ici, en faisant mes premiers films d'entreprise, j'existais pas. Je me suis jamais dit tiens demain je ferai ça parce que d'abord je pense que ça m'aurait affolé et puis donner un objectif qu'on pense ne pas atteindre, ça aurait été décourageant. Je profite de tous les instants. Avec grand bonheur. Déjà être 6e, 5e prestataire au monde, bon, c'est déjà une joie extraordinaire. Et si ça s'arrête là, c'est bien, quoi. Je veux dire, ce que j'aimerais demain, c'est avoir un peu plus de temps pour être en Vendée. Je suis au siège de l'entreprise que les lundis et les vendredis, voire parfois pas. Et ça me manque beaucoup de pas avoir le plaisir en débauchant à 20h ou 21h d'aller dîner sur la plage des Sables comme je ferais si tous les jours je devrais en Vendée. Donc peut-être que demain, à un moment où je me disais, si un jour la télé ça s'arrête, j'aurai toujours AMP Interactive pour m'occuper de films d'entreprise en Vendée. Mais je vois que le temps passe, les deux m'occupent encore bien. Donc. Gilles, dans tes départs de la télévision française, est-ce que le fait que tu sois basé en Vendée avec toute la télévision qui est sur Paris n'a pas été un problème pour toi pour recruter des compétences? Oui et non. Plutôt oui, mais comme problème, et plutôt oui comme avantage. Je m'explique. Quand on recrute des collaborateurs pour les faire venir au siège, c'est où la personne veut fuir les grandes villes et Paris et veut s'épanouir et installer sa famille sur la région. Et là, auquel cas, il n'y a même plus de concurrence, il n'hésitera pas entre nous et un autre, puisqu'avec nous. Donc là, il vient tout de suite. Et il nous est très fidèle, parce qu'après, s'il a voulu fuir, entre guillemets, les grandes villes, c'est pas pour y retourner. Donc, ce qui fait qu'au siège, on n'a quasiment pas de turnover de ce fait-là, même pas du tout. Et puis, à l'inverse, ben non, oui, c'est un problème, parce qu'un collaborateur si il est loin d'expositions culturelles de grande qualité qu'on n'a pas assez au SAM, mais c'est lié à notre taille, que s'il n'a pas le loisir de pouvoir aller au théâtre comme il l'entend 2 fois par semaine ou au cinéma, on peut pas le faire ça en province. Mais dans ce cas, reste à Paris et on te fera travailler sur Paris éventuellement, mais viens pas au siège. Donc ça a toujours été ou un frein ou un accélérateur. On savait d'emblée où le collaborateur ne voulait pas venir, mais s'il venait, on savait qu'il serait très très fidèle à l'entreprise. Tu nous as parlé de management et je crois savoir que tu appartiens à une association pour le progrès du management. L'APM, c'est un groupe de réflexion, l'association de progrès du management. Il y a 5 groupes en Vendée. Vous m'avez attiré, Xavier m'a attiré dans l'APM numéro 1 il y a 5 ans, 6 ans, 7 ans, 7 ans. Je voulais à l'époque, je pensais pas que j'aurais le temps d'y aller et c'est nécessaire à y aller parce que ça nous permet une fois par mois, à défaut de la journée qu'on passe avec un formateur, un expert dans des thèmes différents qui sont choisis par l'organisation. Ça permet surtout de se confronter à d'autres chefs d'entreprise et moi notamment, ça m'a aidé. Ça m'a aidé parce que quand j'ai pris l'entreprise, notamment Visual, quand on a racheté Visual, je me suis trouvé confronté à des problématiques que je ne savais pas gérer. Quand j'ai repris Visual, il faut savoir que l'entreprise qui m'a cédé Visual, qui s'appelle Télédiffusion France, qui est un grand groupe qui gère tous les réémetteurs de télévision en France, c'est plus d'1 milliard d'euros chiffre d'affaires, sont restés quelques instants au capital. Donc j'avais des relations tous les jours avec des gens qui avaient des diplômes et des CV à remplir des pages, et moi j'avais ni l'un ni l'autre, mais j'avais une solide expérience. Et évidemment je me dis, mais j'ai eu
par moments quelques doutes. Je me dis, est-ce que j'arriverai à être à la hauteur, et j'avais ce sentiment un peu d'infériorité. Et puis je me suis rendu compte que le bon sens faisant bien les choses aussi, je me suis rendu compte en côtoyant au sein de la PM des chaînes d'entreprise vendéens illustres et de grand renom, et toujours aujourd'hui, que finalement, quelle que soit la taille d'entreprise, quelle que soit la taille, quelles que soient nos formations ou nos bagages scolaires, on est tous au quotidien parfois désemparés de la décision qu'on a à prendre, et que, quelle que soit la formation, ce qui compte avant tout, c'est le sens pratique. Et donc, finalement, ça m'a permis d'acquérir une grande confiance en moi, enfin, une plus grande confiance en moi, qui me permettait de résister, de tenir tête à des gens qui étaient des X ou qui a fait des grandes écoles parisiennes, à l'ENA notamment. Tu disais, donc, tu es parti des sables, tu reviens au sable, AMP c'est la même chose. Qu'est-ce qui pourrait faire en sorte, quelle mauvaise idée, quel risque ferait qu'AMP ne serait plus Olonnais, Sablais ou Vendéen demain, s'il devait y avoir un risque? J'ai cru comprendre que tant que tu étais là, ça irait, tu es là encore pendant quelques années, mais à l'avenir, voilà, qu'est-ce qui pourrait faire partir AMP? Je pense que le risque il est faible, il est moins fort qu'il a été par le passé, parce que la question s'est posée. En interne, à un moment, on s'est posé la question de se dire, vu la taille que l'on a, est-ce qu'on n'aurait pas plutôt intérêt d'être à Nantes ou à l'époque, la question se posait par rapport à Nantes. Mais j'ai attendez, à Nantes, on n'existera pas, on n'aura pas d'image. Quand en Vendée, on est associé à l'image de la Vendée, des Sables d'Olonne, on a une image au niveau national. Faut garder cette image-là. Et puis on avait déjà une vingtaine de salariés ici, donc je m'imaginais pas leur dire demain ou je vous licencie ou vous déménagez sur Nantes. Donc la question, j'ai toujours repoussé. Aujourd'hui, la question ne se pose plus. Et puis je pense qu'à l'avenir, elle se posera de moins en moins, parce que le gros avantage, au moins un des avantages de la mondialisation, à l'échelle où on est nous maintenant, c'est que si demain, pour franchir tous les enjeux internationaux qui s'offrent à moi, je décide d'ouvrir le capital à des partenaires étrangers, ce qui est sûr, c'est qu'ils sont, comme je viens de le dire, étrangers et pas français. Aujourd'hui, on n'est plus que 2 prestataires en France. Mon concurrent n'a pas plus le droit de me racheter que je ne pourrais le racheter. Même si lui, il me tente bien, mais je sais que c'est même pas la peine que je jette un œil trop attentionné sur la mariée. Il y aura un moment, un législateur qui me dira ne touche pas à ça. Donc du coup, je sais que demain, c'est forcément une aventure internationale qui s'offre à nous, et que si demain j'ouvre mon capital à un international, et vous savez, quand il va venir de Chine, du Japon, des États-Unis ou d'Angleterre, que le siège soit à Paris ou au Sables d'Olonne, n'a pas d'importance. Et puis alors, pour aller à l'international, de toute façon, tu es bien situé là, puisque tu es au bord d'une frontière. Oui, tout à fait. Faut jamais oublier ça. La Vendée est un pays frontière. Mes camarades américains que je regarde, ils sont sur une petite ville qui s'appelle Baltimore, au nord de Washington, et je crois que c'est exactement en face, plein ouest. Vous avez parlé tout à l'heure d'innovation, d'agilité, et puis vous avez replacé les choses dans le contexte économique actuel aussi. Quel conseil vous donneriez à des jeunes entrepreneurs qui se lancent dans une start-up avec cette volonté justement d'innovation et d'agilité? Déjà, pour réussir, il y a 3 ingrédients essentiels. C'est innover, ses collaborateurs et ses clients. Il faut jamais perdre ça de vue. Sans innovation, sans socle social fort dans l'entreprise et sans client, on n'arrive à rien. Donc déjà, ne jamais perdre ça de vue. Ensuite, ça remet de patience et d'envie. Ne pas forcément se fixer de but, si ce n'est que chaque jour avancer d'un pas plutôt que reculer. Un chef d'entreprise qui n'avance pas, il est en risque de reculer. Ça m'obsède. C'est les fondamentaux que m'ont appris mes parents et mes grands-parents. Donc avant, je me suis dit, je suis obsédé par le risque de la stagnation qui s'assimilerait à du recul. Donc toujours avoir envie d'avancer à son rythme, en respectant les gens, sans pour autant se fixer un but long terme que l'on peut parfois être en mesure de dépasser ou de pas atteindre. Donc ça peut être source de déception ou de panique dans l'autre sens. Donc c'est toujours se fixer l'envie d'avancer, être patient, ne jamais sous-estimer une rencontre. Mes plus belles réussites professionnelles ont été des rencontres de gens que quand j'ai rencontrés, je ne pensais pas que ça pourrait m'ouvrir la porte comme ça m'a ouvert la porte. Quand j'ai rencontré Hervé Borde sur les coups de ponton du Vendée Globe, qui travaillait pour le Vendée Globe à l'époque, quand 3 mois après, lui-même m'appelle, parce que j'ai laissé ma carte pour me dire « As-tu un cas régie à me proposer pour le Tour de France à la voile ?» J'imaginais pas que 3 mois avant, ce monsieur que j'ai rencontré sur les pontons pourrait m'appeler. Donc ne jamais sous-estimer une rencontre, elle peut s'avérer importante et judicieuse et voire stratégique et extraordinaire. Gilles, tout à l'heure tu nous parlais de nouveaux territoires, en nous disant que la prochaine rupture ne serait pas technologique, mais dans les usages. Est-ce que tu as déjà quelques idées là, des nouveaux usages qui peuvent, qui émergent?
Ben, je prends un exemple très récent, par exemple, de l'Automobile Club de l'Ouest. C'est une association qui, encore il y a 10 ans, ne faisait que d'organiser une course automobile, certes la plus prestigieuse au monde. L'ACO est devenu son propre producteur des images des 24 heures du Mans. Donc c'est eux qui vendent le signal édité, réalisé, et depuis 2 ans, ils ont pris le parti de se développer sur le second écran. Le second écran, ce sont vos tablettes, et aujourd'hui, il y a plein de contenus audiovisuels additionnels qui sont disponibles que sur la tablette. Ils ont créé un modèle économique en lien direct avec leurs clients, où ils amènent plein de contenus additionnels. Le sport mécanique s'y prête particulièrement à la fois parce que on peut avoir plein de contenus très très riches qu'on ne voit pas à l'antenne, notamment tout ce qui est caméra embarquée, et en plus on cible des usagers, des consommateurs, des téléspectateurs d'images qui sont des gens qui sont très très attirés par cette activité. En plus des gens qui ont généralement les moyens de pouvoir payer des données payantes, donc on est sur une catégorie CSP+ plutôt intéressante. Ils ont inventé un modèle économique. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le financement de l'épreuve des 24 heures en termes de moyens techniques de production audiovisuelle, il y a 3 ans, 100% du coût de la production devait être payé par l'ACO qui vendait des droits télé à hauteur de son investissement. Depuis cette année, par exemple, à titre indicatif, il y a plus d'un tiers du coût de la prestation technique qui est supporté, qui est financé que par les revenus liés au second écran. En 2 ans, et on parle de sommes très sensibles. Donc le second écran va venir bouleverser aujourd'hui les usages de la consommation de l'image. Aujourd'hui, la génération, les ados d'aujourd'hui ont besoin de mobilité. Ils regardent la télévision sur des tout petits supports dès lors qu'ils sont mobiles. Alors, il ne faut pas pour autant penser que demain, ce ne sont pas des gens qui regarderont la télévision dans leur salon. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps où ils ont besoin de mobilité, il faut que la télé vienne à eux. Et puis il y a un temps aussi, ils auront envie que la télévision se pose face à eux. Mais ils auront toujours le réflexe de la regarder, parce qu'ils ont une habitude de jongler dans l'environnement, ils auront toujours l'habitude de regarder l'écran principal et de regarder l'écran secondaire. Ce sont des gens qui consommeront la télévision, qui auront la double consommation permanente de l'image à la télévision. Donc on peut imaginer plein de modèles économiques. Donc ça c'est un bon exemple. Et aujourd'hui en plus, je vous invite à aller voir l'application. Vous tapez ACO ou vous tapez le WEC, qui est le championnat dans lequel je déroule les 24 heures du Mans. Vous verrez, c'est une des plus belles illustrations de la manière dont l'audiovisuel va bouleverser demain la lecture des contenus sportifs. Par exemple, récemment, on a fait une émission avec Nagui sur des tests de comportement et d'intelligence en télévision. Les gens jouaient chez eux, ils votaient sur l'application et on avait les résultats en direct sur l'écran avec des chiffres qui apparaissaient et tout. Donc la télévision doit devenir de plus en plus interactive et elle peut l'être grâce aux applications sur tous ce qu'on appelle nous OTT, over the top, tous les nouveaux supports audiovisuels, téléphone y compris. Gilles, je voudrais, je suis pas sûr que le conseil départemental soit non plus le plus gros de tes clients. Mais ce que je sais par contre, c'est que c'est un plaisir partagé de travailler avec ton entreprise dans le cadre d'un certain nombre d'interventions qui peuvent être faites. Simplement, moi ce que je dirais au travers de tout ce que tu as exposé, je pense qu'on doit être nombreux dans cette salle, même si le type d'entreprise que tu as développé, on peut la retrouver par similitude dans un certain nombre d'autres entreprises, dans d'autres métiers. Mais ce que je voudrais saluer au travers de ton intervention, c'est l'audace du projet, que tu l'as déjà dit, mais au travers aussi d'un certain humanisme d'entreprise où tout ce que tu fais est parfaitement calculé dans le cadre d'un projet de vie, d'un projet de vie à l'intérieur d'un projet d'entreprise et sur lequel je trouve personnellement que la notion d'entreprise, je dirais vendéenne, que l'on retrouve quand même, ça existe ailleurs, mais honnêtement, ta démarche image quand même énormément le parcours de nombreux entrepreneurs vendéens. On s'y retrouve bien. Et je pense aussi que ta ténacité à maintenir le siège social dans notre département montre aussi tout l'intérêt que tu y trouves, sans doute. Et peut-être aussi tout l'intérêt de monter tout ce qui fait notre département, tout ce qui fait le tissu économique de notre département et tout ce qui fait la force tout simplement de la Vendée. Voilà ce que je voulais te dire.
Merci Monsieur le Président, merci Yves. J'ai de bons tuteurs devant moi, j'ai quelques beaux exemples aussi, et notamment aussi tout ce qui est incarné par ces belles entreprises qui m'ont bien aidé et qui m'aident toujours. Vous avez parlé tout à l'heure de l'évolution qu'il y avait dans la façon de consommer de l'image, mais va-t-il y avoir une évolution dans la façon de faire de l'image? Alors aujourd'hui, on soit sur un angle technique, je suppose, c'est ça en fait, voilà, c'est que je... Aujourd'hui, j'allais dire que les principales innovations ont été faites. On est passé à un format, on est passé du noir et blanc à la couleur. Enfin, rien de mieux que la couleur dans l'immédiat. On a tenté la 3D, ça n'a pas marché. On est passé au format 16:9. Il y a aujourd'hui des discussions pour la ultra haute définition, la 4K. Je dis à mes clients, j'ai laissé donc déjà le temps à toutes les chaînes de télévision en France à passer à la haute définition avant d'aller déjà les projeter dans le tournage en ultra haute définition. Ça arrivera également, ça c'est la prochaine évolution. Nous aurons des moyens techniques pour filmer en 4K, on l'a déjà. La 4K, ça restera dans les prochaines années encore un écran technique pour des événements exceptionnels de portée internationale ou qui nécessitent de conserver l'œuvre sur un support de très haute définition. C'est certain que si demain on doit filmer un programme qui peut être diffusé pendant 10 ans, 15 ans, comme tous les spectacles que nous faisons en patrimoine, enfin dans ce que j'appelle en patrimoine, tout ce qui est du spectacle vivant, qui a une valeur patrimoniale long terme, on a intérêt effectivement de leur donner le plus bel emballage, le plus bel écran technique, et la 4K est fabuleux à ce niveau-là. Ça, c'est la prochaine grande évolution. Après, aujourd'hui, les grandes révolutions techniques, on les a connues. On n'aura pas demain de révolutions techniques qui vont tout chambouler. On aura toujours des améliorations. Regardez par exemple la qualité aujourd'hui que l'on a quand on fait des retransmissions sans fil. Dans le temps, l'image a décroché. Aujourd'hui, on fait des retransmissions sans fil, sans le moindre problème technique, sans le moindre défaut sur l'image. On sait même plus que c'est du direct où il y a pas de câble. On arrive à s'immerger, à partager des expériences, à permettre aux téléspectateurs de vivre des expériences auprès d'événements comme nulle part ailleurs. Regardez le Vendée Globe, les caméras sont à bord des bateaux, on a des images tous les jours. Donc on arrive à prolonger l'immersion du téléspectateur de manière remarquable grâce à la technique dans le quotidien des gens qu'on filme. Et je pense que là, la limite, elle va pas être technique, elle va être déontologique. À des moments, on dira attention, on ne peut pas aller plus loin, pour des raisons de respect de la vie privée, qu'à un moment on va aussi détourner l'objet même de ce qu'on veut faire. Regardez le cas du Vendée Globe par exemple, on en discute beaucoup avec les équipes de Yves, c'est jusqu'où doit-on filmer le quotidien d'un marin du Vendée Globe? On a envie de partager son quotidien, mais il ne faut pas non plus que, parce qu'on arrive dans son quotidien de manière tellement facile, qu'on en oublie que ce qu'il fait c'est exceptionnel. De jusqu'où doit-on aller ou jusqu'où doit-on ne pas aller? Donc là, je pense que les prochains freins, ils sont à la technique, ce sont des freins d'usage. On s'interdira des choses. Tu as parlé beaucoup de Vendée Globe et de cette réussite AMP qui a démarré avec le Vendée Globe. À quoi ça t'inspire cette course au large maintenant? Elle m'inspire. Oui, à quoi ça te fait penser cette course au large par rapport à AMP? Moi, je pense que quand on regarde le Vendée Globe, en tant que Vendéen, on ne se rend pas bien compte de la dimension de la course. On la vit de l'intérieur, tous à différents niveaux, marins, organisateurs. Il faut sortir de la Vendée pour se rendre compte à quel point cette course a une dimension mondiale aujourd'hui. Chez nous, on en parle comme quelque chose de banal et de quotidien. Je peux vous assurer, moi, qui parcours le monde entier, aujourd'hui, on parle du Vendée Globe partout. Partout. Donc le Vendée Globe, c'est la référence nautique au monde. Et elle part de la Vendée, des Sables-d'Olonne. Je rappelle parce que je pense que même si chez nous, on est conscient que c'est un grand événement, on ne se rend pas compte de la portée mondiale qu'il a aujourd'hui et des feux de tous les projecteurs qui sont tournés sur la ville des Sables à l'occasion du départ et de l'arrivée de la course et la Vendée. Donc quand je pense au Vendée Globe, je compare un peu à nous parce qu'on a le Vendée Globe a été un fabuleux accélérateur de croissance pour AMP Visual et je pense que je perçois le Vendée Globe, ou plutôt je perçois mon entreprise comme des Vendéens perçoivent le Vendée Globe. On se rend pas compte de l'image que l'on dégage à l'international et l'envie que l'on donne à des marins de le faire ou à des gens de venir voir le départ et l'arrivée. RCL, il y a 30 ans, depuis le succès de GS, c'est incroyable. Quel a été le déclencheur? J'étais passionné par tout ce que je faisais. Je garde des souvenirs incroyables de l'époque de RCL parce que moi qui n'étais qu'un technicien qui
qui parlait mal, qui parlait vite toujours. Je me suis retrouvé à faire de l'antenne, ce qui est totalement improbable quand on me connaît. Et en plus, si vous savez, l'émission que je présentais à l'époque, l'émission de sport, c'est encore plus improbable par rapport à mes talents sportifs. Donc, pareil, je me suis confronté à des choses que je ne pensais pas un jour pouvoir faire. Et c'est voilà, donc c'est l'envie qui a guidé tout ça, la passion. Il y a eu un film sur le Vendée Globe avec François Cluzet. Le cinéma, ça t'a jamais tenté? Alors, pareil, quand j'étais tout petit, mon grand-père m'a toujours dit « faut jamais courir après deux lièvres à la fois ». C'est sans doute grâce à ça que j'ai réussi mon entreprise, mais sans doute aussi à cause de ça que je me suis interdit des choses. Quand l'autre jour, j'ai un collègue qui me dit « tiens, mon entreprise, je la vends, pourquoi tu t'es pas intéressé à mon dossier ?» Ben, je dis « écoute, j'étais sur autre chose, je pensais pas que je pouvais le faire et tout. » Donc, le cinéma, c'est bien différent de la télévision. Ce sont des moyens techniques différents. C'est des modes opératoires différents, c'est un réseau économique différent, tout un environnement que je ne connais pas. Donc, à partir d'un instant où je le connaissais pas, j'ai pas voulu y aller. C'est vraiment des attentes totalement différentes de la télévision. Donc, certains peuvent me croire aventurier. Non, je n'ai de l'audace que dans le domaine que je connais bien, parce que c'est tellement dur d'exercer aujourd'hui un métier qu'autant faire celui qu'on connaît bien. C'est un petit peu plus facile quand même. Donc le cinéma, non, j'y suis jamais allé. Et je regrette pas parce que c'est très compliqué. Dans la filière télévision, est-ce qu'il n'y a pas des métiers aujourd'hui dont tu te dis que ce serait intéressant d'y regarder? Déjà, je m'interdis de toucher à tout ce que font mes clients. J'estime que si le fournisseur commence à faire le métier de ses clients, demain il n'a plus de clients parce qu'il va être en concurrence avec ses propres clients. Donc déjà, je m'interdis de faire tout ce qui est en aval de mon métier, et tout ce qui est en amont, c'est-à-dire les sous-traitants. Je pense parfois un sous-traitant et s'en met plus en cause quand il n'a pas de lien capitalistique avec son client. Donc j'aime bien finalement que mes fournisseurs ne pas avoir de lien capitalistique avec eux, à quelques exceptions près, quand on croise après des intérêts stratégiques ou pour sécuriser du volume d'affaires auprès des gens dont on fait une part importante, 30 ou 40% de leur propre activité. Donc je m'interdis à toucher au métier de mes clients, et pour des raisons de fonctionnement, je m'interdis à toucher au métier de mes fournisseurs à quelques exceptions près. Par contre, je ne m'interdis rien du tout dans tout le reste. Aujourd'hui, je dois élargir absolument la largeur de nos services, au-delà de la technique, pour amener tous les services annexes. On a notre cœur business, et on s'intéresse à tout ce qui gravite autour du cœur business pour élargir à la fois la valeur de l'entreprise, la valeur de notre business et le service amené aux clients. J'imagine que vous connaissez la taille de vos concurrents américains. Vous n'avez jamais eu envie d'aller jeter un œil vers les States pour les concurrencer? Tout à l'heure, alors... Bon, le plus gros prestataire mondial est américain, il pèse à peu près 400 millions d'euros de chiffre d'affaires sur son territoire. Le deuxième américain fait 3 fois moins. Donc ce sont des gens qu'on connaît bien, puisque on travaille aussi pour eux sur des domaines où ils n'ont pas le niveau de compétence, et ils nous font appel. Donc j'ai pas envie d'aller les concurrencer aux États-Unis. J'aurais pas les moyens, ça serait totalement suicidaire. Par contre, j'ai sans doute des choses à faire qu'eux ne savent pas faire et que je peux mettre à leur disposition. Donc c'est plutôt ce à quoi je réfléchis aujourd'hui. Il faut être humble et modeste et réaliste. Comme pareil au début, j'ai pris des chemins de niche, j'ai pris des marchés de niche pour pas directement me trouver confronté avec mes concurrents. Donc là, je pars du principe qu'il vaut mieux avoir des partenariats avec d'autres confrères dans d'autres continents si on peut créer ensemble de la valeur. Vous savez, je suis assez partageur à ce niveau-là. Je préfère qu'on partage à deux des marchés qu'on n'aurait jamais eu si on était resté tout seul. Gilles, tu parlais tout à l'heure d'innovation. Est-ce que tu as une organisation en termes d'innovation? Est-ce que tu as des personnes dans ta société qui font de la veille? Est-ce que tu as un service qui est réservé à ça? Alors, bon, la veille, c'est un peu de bon sens. On n'a pas un service de veille structuré, mais on a des remontées d'informations compte tenu qu'on a un niveau d'organisation très très faible. Donc l'information remonte très très vite. On la partage très vite. On n'est que 4 DG, enfin je n'ai que 4 directeurs généraux. Donc l'information va très très vite en termes de communication. Donc en termes de veille, on n'est pas structuré comme on devrait l'être. On est en train d'y réfléchir, mais généralement on arrive à capter quand même aujourd'hui 70 à 80% des informations de veille dont on a besoin. On serait mieux structuré. On arriverait à en capter
qui nous échappent aujourd'hui. Et puis dans celles qu'on sait traiter, il y en a aussi que parce qu'on ne sait pas l'assureur en interne qui passe entre les mailles du filet, mais sans impact aujourd'hui majeur pour l'entreprise. Par contre, à côté de la partie veille, on a une cellule R&D qu'on a développée récemment. Parce que, compte tenu qu'on est un prestataire de services techniques, avant on n'avait pas vocation à réinventer ce que Monsieur Sony ou Monsieur Canon a mis des années à faire. On prenait des caméras, éventuellement au mieux la partie R&D se bornait à la designer pour l'intégrer dans un environnement, par exemple une caméra miniature. Parfois on cassait la carrosserie pour l'intégrer dans une voiture. Ça se limitait là. Par contre, depuis 3 ans, au moment de la crise, on a embauché 3 personnes au R&D. Un Anglais, un Suisse et un Français. Notre service R&D est piloté par notre salarié suisse il est à Lausanne exactement, et on a un partenariat étroit avec l'EPFL qui est l'école polytechnique fédérale de Lausanne, où on a du coup accès à des niveaux d'ingénieurs qui travaillent avec nous sur plein de développements. Et aujourd'hui on a des fonds, on a créé avec des grandes entreprises françaises comme Orange ou France Télévisions ou Thomson, des cellules de réflexion pour justement travailler sur la 4K, la télévision de demain, pour arriver à régler les quelques problèmes techniques que la 4K a encore aujourd'hui, pour arriver à faire en sorte que demain elle soit utilisée aisément au quotidien. Donc ça c'est le service R&D. Donc toi ça c'est une forme de veille mais très technologique qui aboutit sur un service R&D dans lequel on investit quand même pas mal de centaines de milliers d'euros depuis 3 ans, alors que la prudence aurait dû être de ne rien faire à ce niveau-là, mais merci mes amis de l'APM qui m'ont ouvert les yeux sur la nécessité au plus profond de la tempête parfois de se dire il faut continuer à investir pour prendre des parts de marché et retrouver du vent avant les concurrents. Je prends un terme nautique parce que c'est entre autres des camarades dans ce domaine-là qui m'ont bien aidé. Puisque tu es leader dans la retransmission des matchs de foot, et que le foot c'est des moyens considérables en matière de finances, d'argent, etc., et qu'on a un arbitrage qui remonte au Moyen-Âge, est-ce qu'on pourra un jour arriver au vidéo arbitrage qui te permettrait bien sûr d'être présent sur tous les matchs? Alors, déjà, il faut que tu saches que en France, en Allemagne, en Italie, en Angleterre, en Espagne, tous les matchs de football sont tous filmés. C'est une économie, je dis, c'est 10% du chiffre d'affaires de à peu près de chaque prestataire dans ces pays où le sport, le foot notamment, est émergé et exposé. Donc le vidéo arbitrage est un grand débat. Je pourrais en parler avec un de mes clients qui s'appelle Michel Platini, mais c'est un sujet sur lequel je suis pas assez technicien. Par contre, par exemple, puisqu'on parle de vidéo arbitrage, dans le domaine des courses hippiques, les captations télévisées des courses hippiques sont parties avant tout c'est pas eux leur vidéo arbitrage, ce sont les commissaires. Donc à l'origine, les institutions des courses se sont dotées de moyens de captation vidéo dans leurs événements pour les commissaires, afin qu'ils puissent juger s'il n'y avait pas d'allure de chevaux ou de gestes qui nécessitaient éventuellement l'élimination d'un cavalier. Et la télévision est venue se greffer dessus ensuite. Donc tu vois la nécessité de le filmer pour faire de l'arbitrage après fait naître des moyens télé pour la télévision. Mais en foot, les moyens télé pour la télévision sont déjà bien implantés et demain, quand il a vidéo arbitrage, il s'appuie sur nos moyens. Il y a déjà eu quelques cas où on a fourni des images pour des décisions d'arbitre, ou parfois il y a un des arbitres qui vient au cas régie ou qui est en lien avec le cas régie qui demande des avis. Et notamment, par exemple, les ralentis pendant le jeu sont interdits sur les écrans dans les stades. La main de Thierry Henry, c'était nous aussi. Non, c'était la main d'Henry et pas le coup de boule de Zidane. Je crois que c'était la main de Thierry Henry et pas le coup de boule de Zidane, tout à fait. Par contre, pendant la Coupe du Monde de rugby en 98, je crois, quand ce très très grand joueur de rugby anglais qui évoluait à Toulon là, est venu s'éclater sur une de nos caméras, la caméra c'était nous aussi. Oui. Je voulais revenir sur le R&D et l'innovation. J'ai lu il n'y a pas très longtemps, il y a un mois, dans un magazine qui parlait de nouvelles prestations sur la réalité augmentée avec le live track ou le trackpad. Vous suivez bien notre actualité. Donc. Oui, parce que j'adore ça. Et j'ai été agréablement surprise de voir votre technique de pointe dans ce domaine.
En fait, ça c'est parti d'une veille marché. On a estimé que la réalité augmentée pouvait avoir un intérêt maintenant. C'est pas une technologie très récente. La réalité augmentée, c'est le rajout d'éléments virtuels dans un décor réel. C'est comme si là vous me regardiez, que ces deux totems n'existaient pas et qu'ils étaient rajoutés virtuellement par le biais de la régie vidéo, et on a estimé que ça pouvait faire sens auprès des producteurs, et j'ai découvert une technologie qui permettait de le faire simplement. Avant, c'est quelque chose de très très complexe, et je me suis dit c'est peut-être le temps de ramener cette technologie en France. Donc j'ai découvert cette technologie il y a un an aux États-Unis, inspirée du cinéma. C'est un système qui équipait des caméras de cinéma pour qu'après en post-production ils puissent plus facilement rajouter des éléments virtuels dans des décors réels. Vous savez, on met 10 figurants sur une plaine, et au bout du compte, grâce à l'informatique, on multiplie les combattants, et de 10 figurants réels, on en a 10 000 virtuels et on s'en rend pas compte. Donc j'ai pris cette technologie, on l'a couplée à des systèmes parce qu'on a réfléchi un peu ce qui devait être simple pour nos clients, et on l'a mis on l'a mis à la disposition des clients depuis le mois de récent. Nos premiers tournages, ça s'est déroulé au mois d'avril. On en a fait pour Bein sur du foot. On en a fait pour Nagui dans cette émission. Tout le monde joue avec la mémoire. Cette émission interactive. Et plus récemment, s'il y en a qui ont regardé Eurosport sur Roland Garros, il y avait un plateau une émission qui s'appelait Le Coach, où c'était que des décors virtuels qu'il y a autour. Et les prochains arrivés à la rentrée dans des émissions de Nagui de nouveau. Voilà.